Donc, ce webinaire qui est dédié, allez, à travers ce webinaire, pardon, nous allons vous expliquer comment tirer un avantage concret pour vos projets en utilisant Autodesk Format. Donc, nous allons vous présenter les dernières fonctionnalités de Autodesk Format, comment ça a été amélioré depuis, voilà, avec les avantages. Alors, je me présente, je suis responsable Pôle BIM chez REFSA depuis 8 ans que je travaille dans cette entreprise. Et pour ma part, donc je suis Thierry Minkela, architecte et BIM manager depuis de nombreuses années. J'en charge le pôle architecture chez RFSA. C'est Thierry qui va présenter principalement la partie contenu technique d'Autodesk Format en détail. Alors, notre entreprise REFSA existe depuis 1988. Depuis plus de 10 ans, nous vous accompagnons via les formations BIM, formations CAO, les assistances projet BIM, aussi CAO, et les assistances de l'intégration de solutions et support informatique, etc. Donc nous faisons tout en fait, et nous continuons à développer toutes sortes de services d'intégration et accompagnement des projets bâtiments et construction pour vous. Alors, donc, l'objectif de ce webinaire, c'est afin que vous compreniez en fait comment utiliser Autodesk Format de manière efficace à chaque étape d'un projet. Peut-être que vous utilisez déjà Autodesk Format, mais avec les nouveautés, vous verrez mieux, vous allez peut-être pouvoir améliorer votre processus actuel. Et aussi d'identifier des fonctionnalités clés et des méthodes adaptées pour gagner en précision et en productivité dans votre travail quotidien. Ce qu'Autodesk Format vous permet de le faire. Donc la modélisation rapide, voilà, c'est pour gagner du temps dans la phase d'esquisse et aussi avant-projet, parce que Autodesk Format travaille en même temps que Revit ou avec d'autres outils tels que Rhinoceros. Il y a l'export, import qui est prévu avec d'autres outils de conception plus en détail. Mais vous allez voir que ça peut être automatisé des différentes tâches. Justement, à l'occasion de ce webinaire, on va vous présenter une nouveauté en fait, qui s'appelle Archistar. Voilà, pour la génération automatisée de conception avec ce nouvel outil, personnalisation des paramètres de conception. Et aussi, après, analyse de conception. C'est la partie que vous allez apprécier. Nous sommes convaincus, l'étude de soleil, l'étude de vent, du bruit, etc., que les autres outils qui ne le font pas ont une seule interface pour une meilleure les prises de décision par rapport à vos conceptions au début. Ensuite, la gestion de projets collaboratifs. Donc, encore un point que nous tenons à vous présenter parce que vous pouvez simplifier les échanges avec Autodesk Docs. Voilà, c'est une plateforme d'échange hébergée sur cloud, donc tous les fichiers, quels que soient les types, que vous pouvez déployer sur Autodesk Docs. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire l'échange plus facilement avec Autodesk Format. Pour finir, présentation du projet. Voilà, donc, comment vous allez pouvoir communiquer avec une présentation très simple à faire pour échanger avec vos collaborateurs. Du coup, je vais vous présenter en fait le premier chapitre modélisation rapide et pour vous faire gagner du temps dans la phase d'esquisse et avant-projet sommaire, notamment à travers comment on définit un site avec Autodesk Format et puis à partir de sites créés en quelques clics, comment vous modélisez des volumes d'esquisse rapides. Donc la définition du site. Donc en fait déjà ceux qui ont déjà connu en fait Autodesk Format, qui ont déjà suivi en fait les différents webinaires de notre part, l'interface de format a été simplifiée, qui a été optimisée, mais tout en préservant toutes les fonctionnalités intelligentes. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton, par exemple, le nouveau projet et définir l'adresse du site. Donc après la sélection, vous pouvez définir facilement la zone du projet en faisant le zoom et le déplacement de la carte du site, etc. Donc voilà, donc déjà il y a pas mal de données du site qui ont été intégrées. Ce qui a été amélioré de manière importante, les données du site à intégrer en plus de l'information de base à importer se trouvent dans une interface à part afin de mieux consulter les détails de données au lieu de les caser dans la palette de la bibliothèque avant. Dans cette interface, vous pouvez filtrer selon le type de données du site,
tels que les bâtiments, pour mieux comprendre le contexte urbain, et aussi bien évidemment le terrain avec les pentes, hein, et puis la limite de propriété, etc., qui sont extrêmement utiles pour aller plus loin dans la modélisation sur Autodesk Forma. Et y compris, en fait, hein, si vous souhaitez, l'image satellite qui peut être utile pour certains projets, pour la compréhension. Donc, vous pouvez importer les données utiles afin de les intégrer dans votre projet Autodesk Forma, de sorte que, hein, que tout le monde, hein, du projet comprenne le contexte du projet en quelques clics, en fait. Voilà. Donc, avant l'import de ces données, vous pouvez traiter la zone de chaque type de données. D'accord, ça peut être important, ça peut être moindre. Hein, et puis, en l'occurrence, j'intègre les bâtiments, les routes et les limites de propriété. Donc, vous voyez que ça va très vite en quelques clics, alors qu'avant, quand vous utilisez les outils traditionnels, entre guillemets, voilà, ça a quand même demandé pas mal de charges nécessaires. Donc, une fois que les données qui sont importées, vous pouvez visiter en fait le quartier en pivotant, voilà, en zoomant, en déplaçant la vue pour le contrôler, hein, si ça a été bien intégré les données nécessaires pour le projet ou pas. Voilà, vous pouvez à tout moment revenir en fait dans cette interface, hein, ou de rajouter en fait les données nécessaires ou reprendre les données à importer. Dans la partie couche en fait et dans les différentes palettes qui permet d'afficher, masquer, hein, de sorte que vous puissiez comme on dit, traiter en fait la visibilité selon vos besoins. Voilà. Et en ce qui concerne la limite de propriété que vous voyez dans la couche, hein, vous pouvez les sélectionner afin de définir les périmètres de votre projet réel une fois que vous aurez compris en fait le contexte du projet. Et donc les bâtis qui ont été intégrés, vous pouvez les sélectionner donc via en fait la partie couche. Hein, vous sollicitez les données intégrées pour peaufiner. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez les alléger en fait. Voilà. En ce qui concerne les bâtis existants de votre projet, si jamais il s'agit d'une rénovation, hein, à partir d'une limite de propriété définie en quelques clics, vous pouvez définir par exemple voilà, en tant que bâtiment existant. Donc, il y a une manière de le faire, hein, de classer en tant qu'une couche supplémentaire. Donc, ça fait partie de la gestion des couches, en fait, qui sont équivalents, si vous voulez, pour les utilisateurs AutoCAD, les calques, de sorte que vous pouvez afficher, masquer, hein, comme ça, hein, vous préservez, en fait, les bâtiments existants, voilà, pour votre étude comparative, enfin, pour étude de comparaison entre existants et puis nouvelles propositions à vos clients. Donc, ce que je voudrais vous résumer en fait par rapport à la définition du site pour la gestion des couches, c'est très simple à faire. Donc, la simplicité que vous pouvez voir. Donc, l'interface de format simplifiée, préservant toutes les fonctionnalités intelligentes, hein, et une nouvelle fonctionnalité qui s'ajoute malgré tout, l'interface a été simplifiée. Donc, qui est plus simple à nous renseigner les informations des types de données et intégrer dans le projet pour mieux comprendre le contexte. Voilà. Ensuite, une fois que la modélisation, comme on dit, le contexte qui a été intégré dans votre Autodesk Forma, vous pouvez commencer à modéliser des volumes de manière très rapide. Alors, déjà, il existe diverses façons justement, parce qu'il y a plusieurs outils intelligents sont déployés pour définir les limites de propriété ou de parcelles à partir du site global existant. Par exemple, soustraction des limites de propriété par surface ou l'utilisation de l'outil divisé que j'ai utilisé justement dans cette vidéo. Une fois que les parcelles qui sont définies, pour la modélisation des volumes. Également, vous avez plusieurs commandes pour ce faire. Par exemple, vous pouvez générer en appuyant sur l'outil de volume, outil de surface et les dessins. Voilà. Donc les fonctionnalités pour concrétiser le nombre d'étages et la hauteur de planche, ou même rentrer dans le détail par plan, voilà, sont toujours mises à votre disposition dans Autodesk Forma. Donc voilà, ça permet de vraiment d'optimiser dès la conceptualisation votre proposition. Et d'ailleurs, je vous explique, les outils de modélisation des volumes d'esquisse s'améliorent régulièrement car Forma est une solution hébergée sur cloud. Voilà. Ce qui facilite la mise à jour des fonctionnalités, la nouvelle interface plus optimale.
Donc, comme vous venez de voir qu'en fait, il y a des outils d'automatique, c'est-à-dire que euh, c'est format en fonction de la limite de propriété définie, c'est lui qui propose en fait des différents volumes. On n'a qu'à choisir parmi les différentes variantes proposées. Et aussi tous les périmètres, hein, les éléments de périmètre. Hein. Il y a des outils tels que les arbres, enfin les plantations hein, aussi, vous pouvez les mettre facilement. Il y avait pas mal d'améliorations ces derniers temps pour l'outil Sketch 3D. Voilà, l'outil de modélisation 3D. Voilà. Donc une fois activé cet outil, vous avez d'autres outils de dessin hein, qui vous seront déployés, que vous pouvez à partir de ce moment-là dessiner librement sur ce contexte hein, du projet. Donc la génération qui est très rapide hein, des formes solides. Hein. L'affichage des lignes tracées en dessous de terrain a été nettement amélioré par rapport à l'autre version qui rendent en fait le processus de dessin plus précis et intuitif. Et puis aussi, voilà, donc il y a plusieurs outils hein, que vous voyez, que vous pouvez rajouter à partir d'un volume de base pour peaufiner, entre guillemets, votre conception. Donc il est désormais possible aussi, hein, dans cet outil Sketch 3D, d'appliquer les couleurs aux éléments génériques. Voilà. Ainsi qu'au géomètre importé, en fait. Même si vous avez importé d'extérieur, vous pouvez appliquer des différents outils, peut-être selon en fonction d'usage du bâtiment, selon les différentes fonctionnalités de chaque étage également. Voilà. Donc, enfin, toutes ces fonctionnalités de création des volumes à partir de parcelles qui ont été nettement améliorées en fait hein, par rapport à la version qui s'appelait de Space Maker, qui enrichit en fait votre capacité de visualisation et la présentation des modèles à vos clients. Donc, ce que je voulais vous présenter en fait à travers cette partie, hein, c'est les outils qui sont de plus en plus diversifiés. Voilà, donc qui nous permet alors d'opter pour diverses façons de traiter les limites de propriété avec les outils appropriés et aussi des commandes qui sont améliorées pour la génération des volumes 3D. Nettement amélioré, enfin améliorer en fait l'outil SketchUp 3D, l'extrusion simple, affichage des lignes tracées et processus de dessin plus précis et intuitif. Voilà. Et aussi application de couleurs en fonction hein, des services et d'usage. Eh bien, allez, à mon tour. Donc, je salue toutes les personnes qui se sont connectées, qui souhaitent avoir un petit peu plus de précision sur ce formidable outil. Alors moi, je vais me focaliser davantage sur l'automatisation des tâches avec l'IA générative grâce à un module spécifique qui est gratuit qu'on amène dans format qui s'appelle Archistar. Alors pour le reste, j'allais dire, je vous renvoie au précédent webinaire que j'ai pu donner en début 2023 sur les présentations post SpaceMaker parce qu'il y avait eu une articulation par rapport à SpaceMaker qui est le démarrage de format, on va dire, où on se focalisait sur la préconception, puis après, en fin d'année 2023, les esquisses et simulations, et l'année dernière, enfin, sur les esquisses et l'empreinte carbone. Aujourd'hui, donc, on va avancer toujours un peu plus, et ces précédents webinaires, vous pouvez les retrouver en vous connectant, en les cherchant sur le web. On va se focaliser sur la partie Archistar. Donc, la génération automatisée de la conception avec Archistar, c'est quoi? C'est un module qui va nous permettre de donner et de nous apporter des hypothèses qui vont nous faire gagner un temps certain sur l'ordre de plan masse possible et sur la notion d'avancer en 3D qui nous soustrait de les faire soi-même en fait et nous donner les hypothèses dans leur environnement. Donc ça propose pas mal de choses, notamment repartir sur ce que vous venez de voir dans le premier chapitre, c'est-à-dire créer un projet. Donc on va se situer sur la ville de Lyon, dans le 5e arrondissement, et j'ai choisi un secteur qui est relativement accidenté, une partie du 5e arrondissement où la colline de Fourvière est vraiment a une très forte déclivité au niveau du terrain. Donc je vais récupérer le terrain, donc on a la possibilité de le reprendre, de le monter gratuitement. Et là-dedans, il va y avoir autant de modules que je souhaiterais sur lesquels m'appuyer pour pouvoir
enrichir davantage ma faisabilité, en fait, mon étude. Donc, je récupère le secteur en question, et voilà, avec l'affichage complet, y compris les textures du terrain en 3D, et il m'a récupéré tous les existants de manière très sommaire, ce qui est précieux, en fait, et qui peuvent occasionner ici ou là quelques alertes géométriques qui sont tout à fait normales, puisqu'il va me positionner des volumes de manière relativement simple et qui peuvent se poser l'une contre l'autre. Ceci étant dit, donc vous voyez le terrain, j'ai identifié un ancien collège sur une respiration de cet arrondissement, pas très loin des deux théâtres romains d'ailleurs, et je vais définir en fait deux zones. Même si j'ai déjà une data en fait sous la main, et que je peux isoler avec les calques, comme on vient de le voir précédemment, et ne voir que le terrain texturé à proprement dit, ou ramener l'ensemble de mes éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour commencer à travailler mon étude. Alors je vais démarrer par le fait d'afficher les éléments que je souhaiterais avoir, me basculer entre la 2D et la 3D, de telle sorte que je puisse voir mieux, et puis nettoyer mon terrain. Donc, il y a une autre manière de pouvoir le faire que celle que vous venez de voir juste précédemment, c'est qu'il y a deux étapes. Là, c'est la première application dans laquelle je pourrais commencer à travailler ma volumétrie, ou tout simplement nettoyer mon terrain par rapport aux existants. En effet, je peux travailler dans le détail, en fait, les existants, et travailler leurs faces, leurs arêtes, leurs sommets, de telle sorte que je puisse me rapprocher davantage de ce que je souhaite faire. Une fois mon terrain nettoyé, ce que je considère comme étant nettoyé, je peux basculer en 2D, le mettre sur un vecteur droit parce que mon travail sera plus aisé de cette manière-là, et commencer à constituer en fait des zones sur lesquelles je vais vraiment positionner deux usages de bâtiments différents, on va dire. Même si je un tellement en intermédiaire, je vais faire donc des limites. Limite qui constituera une zone que je dessine. Donc je vais considérer que cette zone-là, je l'implémente et je la crée jusqu'à cette limite extérieure, et je vais récupérer le front de rue, puisque j'aurais regardé précédemment qu'il m'est possible de construire donc un alignement de façade sur la rue. Et ça constitue ma première zone. Donc je peux rebasculer en 3D pour voir de quoi il retourne. Et à partir de là, je commence à avoir une superficie qui m'est donnée d'environ 8700 mètres carrés, par exemple. Puis je vais rebasculer en plan sur une notion de 2D, de telle sorte que je puisse faire la même chose sur un deuxième site à construire. Donc là, ça va être une parcelle un peu moins grande, mais plus haute, qui va avoir une vue dégagée sur en fait le site. Et je me retrouve désormais, si je rebascule en 3D, avec deux parcelles différentes. Qui n'ont pas les mêmes surfaces et pas la même situation, sur lesquelles je vais pouvoir postuler et commencer à travailler sur l'un comme sur l'autre. Donc à partir de là, je vais aller chercher des extensions, cette fameuse extension IA, j'y mets des guillemets, qui va me permettre d'avancer sur le génératif en fait de mon étude. Alors Archistar, qui est donc ce fameux module gratuit qui s'implémente dans Forma. L'ajoute, donc il est added, là, ça y est, il est ajouté, donc je vais pouvoir me postuler dessus, même si j'ai tout un tas d'autres applications et de modules qui me permettent de travailler via Rhinoceros ou Revit ou autre chose. Pour l'instant, on va partir sur cette solution qui est relativement performante, vous allez le voir, dans laquelle, en fait, on va donner des critères de choix. Archistar a déjà vu dans ce module-là donc qu'il y a deux zones de définies, un site 1, un site 2, avec leurs superficies respectives d'environ presque 7000 m² et 8700. Donc il m'est possible d'en choisir une pour pouvoir travailler, et à partir de là, il va me proposer toute une liste de possibilités et d'hypothèses dédiées à un usage de bâtiment. Alors, commercial, hôtel,
logement, et j'aurais qu'à choisir ces critères-là qui arrivent, voilà, vous voyez, appartement, maison de ville, etc. Il va me proposer une liste de critères, donc de choix orienté vers l'usage de ce bâtiment-là. Si je prends un hôtel, je vais considérer que sur cette parcelle la plus importante, ce sera un hôtel. J'y mettrai un nom. Je vais donner une hauteur, une largeur maximum autorisée que je m'autorise à densifier sur ce terrain en construction au regard de mon projet. Donner quelques éléments de niveau par défaut, pas plus de tant de niveaux. Donc là, j'en mets 4 max, par exemple. Et puis, comme c'est orienté hôtel, on voit bien qu'il me propose des types de chambres. Avec un minimum, maximum de chambres, etc. Et la partie site est très intéressante puisque c'est tout ce qui va constituer les retraits vis-à-vis des prospects, attiques et que sais-je encore par rapport au côté, l'arrière. Et moi, à l'arrière, je mets 4 mètres, par exemple, le devant. Là-dessus, on va lui demander de générer les hypothèses possibles. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va me faire les hypothèses avec une vignette dont je pourrais prendre connaissance du plan masse qu'il me propose, avec la position des plots à construire, on va dire, mais également des surfaces. Et comme on est, rappelez-vous, sur une hypothèse d'hôtel, il me dit déjà, bah là, il y aurait possiblement, on va dire, 368 chambres, 375 chambres, 4 chambres, et à moi de partir sur une idée qui en aucun cas m'est imposée. Hein. C'est une proposition. Donc j'ai les surfaces, j'ai le nombre de chambres puisque nous sommes sur un hôtel et je vais par exemple choisir celle-ci sur 368 chambres avec un éclairage naturel à 57%, etc. J'ai des critères de base et il me propose d'un coup d'un seul cette hypothèse en 3D dans le site qui me permet de voir déjà beaucoup plus de choses, puisque de facto elle est en 3D, sachant que ce n'est qu'une hypothèse, je le répète, et qu'à tout moment, je peux changer complètement l'idée même de mon architecture. Là, c'est une hypothèse qui est retenue, sur laquelle je vais pouvoir travailler. Une fois que je lui ai considéré que c'était là-dessus que je vais travailler, qui m'a bien qualifié l'usage comme étant un futur hôtel, je vais pouvoir avancer sur un tènement supplémentaire, le tènement qui est au-dessus, voir dans quel usage je vais ranger la parcelle du haut. Alors la parcelle du haut, j'ai dans l'idée de faire des logements. Alors, dans un premier temps, je la sélectionne. De la même manière, il me propose des orientations d'usage de bâtiment. Donc, je vais prendre logement, apartment, et là-dessus, je vais lui donner un nom. Ça sera la résidence Fourvière, pourquoi pas. Et puis, pareil, à quelle largeur max, hauteur max, quel niveau maximum je compte partir sur une hypothèse que je travaillerai dans le détail dans la foulée. Donc, cherche-moi, en gros, c'est ça, hein, les hypothèses que tu pourrais trouver avec ce comparatif, et là vous voyez qu'il a changé au niveau de ces propositions, on est sur des typologies, T1, T2, T3, T4, et non plus sur des chambres, puisque je suis pas dans un hôtel, je suis dans un programme de logement. Et il va me conduire sur des éléments qui vont bien. Et là, sur les prospects et retraits par rapport aux lignes du parcellaire que j'ai définies, je vais lui donner 4 mètres, 2 mètres et 4 mètres sur l'arrière, par exemple, et je vais lui demander de générer. Et là, je vais à l'essentiel. Je pourrais aller bien plus loin sur les critères imposés à sa recherche. Là, je fais quelque chose de relativement simple pour que ça soit le plus parlant possible. Et il commence à me proposer donc des retours. Si je trouve que j'avais quand même en tête une idée qui répondrait, j'emploie le conditionnel, à un souhait de la maîtrise d'ouvrage, je peux immédiatement voir que les deux premiers ne me conviennent pas et que le troisième, deux plots séparés, c'est pas mal, orienté plein est avec une vue complètement dégagée. J'aurai des dwellings, c'est-à-dire des logements, 144 logements, avec un éclairage naturel de 71%. Je prends et il me l'implémente et je vois dans le site immédiatement une hypothèse, proposition, qui elle aussi, bien entendu, pourra être rangée dans cet usage-là et puis surtout transformée en élément format. Donc voilà, là je les ai rangés et l'un dans un usage logement et l'autre dans un usage hôtel.
Et à partir de là, je vais décider de publier tous ces sites, le gros bouton bleu qui est en bas, ou alors l'un après l'autre dans le publish site, qui vont me permettre de récupérer des éléments format. C'est à titre dernier, là, j'étais encore en train de rechercher, en train de voir ce que je pouvais faire. Et j'ai le sentiment qu'avec ces solutions-là, j'ai la possibilité de maintenant travailler un peu plus dans le détail sur les formes, sur les positions, sur tout, en fait, carrément, hein, grâce aux outils. Alors là, pour le coup, purement format. Je sors maintenant de l'aspect purement hypothèse pour rentrer dans un peu plus de détails par rapport à mon élément. Donc, quand je le transforme, boum, il va me traduire les éléments d'hypothèse en un élément purement format, lesquels peuvent se travailler sur les sommets, sur les faces, sur les parcelles de manière partielle, sur les altitudes, surtout, absolument surtout, et rentrer même dans un détail très poussé. Je vais faire la même chose sur le deuxième, de telle sorte que l'on puisse avoir la totalité des éléments. Donc là, on commence à se rendre compte un peu plus de l'avancée de mon étude, tout en ayant bien entendu sous le coude un résultat au niveau des tableaux des surfaces, etc., puisque j'aurai 4 étages ou plus avec des niveaux de 2,80 ou 3 mètres, il m'aura déjà proposé une idée. Donc là, des 4 étages, à tout moment, je peux passer à 10. Alors 10, ça fait peut-être un peu trop par rapport aux voisins, je vais mettre 8. Vous voyez que sur la droite, ici, j'ai des étages considérés à 2,80 que je peux changer, qui va tout me recaler. Sur la partie nord de ce bâtiment de 4 étages, je passe à 6 étages. Et après, je vais les ranger dans, dans un usage et une utilisation. Alors, par défaut, on a toujours résidentiel, commercial ou indéterminé. Eh bien, sachez que vous pouvez créer vos propres fonctions de bâtiment. Moi, je vais carrément leur dire que tel bâtiment est un bâtiment nord, on fera le sud et un bâtiment central dans lequel on va affecter une couleur pour mieux argumenter sur les choix de notre projet et définir même leurs usages en disant que eh ben, le pourpre, le violet que voilà, ça sera ben, le bâtiment nord. Voilà, et, par exemple, et je vais pouvoir poursuivre la création de nouvelles fonctions qui n'étaient pas prévues encore ici dans ce gabarit-là, ne sachant pas quelle option j'allais choisir, bien entendu, pour constituer ce bâtiment central avec des couleurs un peu vives pour qu'on puisse bien les voir et les ranger dedans, bien entendu. Pourquoi? Parce que au niveau de ces fonctions, je n'aurai pas les mêmes conditions et les mêmes usages du bâtiment. J'ai dans l'idée que le bâtiment central, qui est un l'hôtel complet, elle va plutôt proposer des espaces de séminaire, par exemple, alors que le bâtiment nord, ça sera un usage mixte. Le bâtiment sud aussi, mais peut-être pas de mixte dans les mêmes proportions. Donc, ça m'aide à siloter, compartimenter en fait à la fois mes surfaces, mes usages, mais aussi mes simulations que vous allez voir tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai rangé ces éléments-là, je peux passer à la parcelle du haut, qui n'est que des logements. Donc là, je peux tout ranger dans du résidentiel, qui existe par défaut. Mais qui n'existerait pas, eh ben, que j'aurais mis moi, bien entendu, comme je viens de le faire à l'instant, avec les 3 bâtiments qui sont en fond de rue. Donc, une fois que j'ai terminé cette première étape de mise en place, ça y est, je me retrouve avec une proposition qui commence à avoir de la gueule, quoi. Je commence à bien discerner les éléments pour lesquels je vois bien que par la différence de couleur, j'ai un usage différent précisément. Donc, donc, on parle bien de performance conjuguée. Ça propose bien des hypothèses sur la base de critères qui sont imposés à l'IA. Et je le répète, là, je suis allé à l'essentiel parce que le temps qui nous est imparti ne permet pas de balayer l'ensemble de toutes les possibilités qui sont vraiment, vraiment très riches. Mais vous avez vu comment on arrive rapidement à mettre en place une proposition. Bien sûr qu'on va évaluer l'ensemble de ces propriétés qui s'appuient sur des algorithmes qui sont les critères que j'ai retenus. Ah ben, tout ceci nous amène à gagner un temps précieux. Euh, Incontestablement. Si comme moi vous avez déjà fait des faisabilités, vous savez que c'est quand on les fait à la main, ça représente un temps relativement certain, on va dire ça comme ça pour rester courtois. Et là, ça aide quand même pas mal. Et
comment dirais-je, à tout égard, ayez bien à l'esprit que ce ne reste que des hypothèses et des propositions. Ça veut dire qu'à tout moment, et c'est d'ailleurs l'objectif, je vais re-rentrer dedans et faire mon propre projet avec mes propres volumétries et mon propre détail, bien entendu. Donc, ceci étant dit, passons aux commodités de personnalisation qui sont des nouveautés dans Format. Donc, on peut très bien améliorer son approche, mieux vérifier, mieux contrôler certaines choses en faisant des zooms directement sur une zone définie, mais également en faisant des boîtes de coupe. Alors, les boîtes de coupe qui ont donc les faces nécessaires sur lesquelles je vais pouvoir articuler en fait la focalisation sur l'endroit que je souhaite étudier. Donc, sur la partie haute, évidemment, je vais la redescendre. Je vais tourner selon les faces en question pour aller me focaliser sur le projet à proprement parler. Donc, si je veux mes deux parcelle et me focaliser que là-dessus. Je vais donc retirer le terrain qui était complet au départ sur la partie qui m'intéresse et uniquement la partie qui m'intéresse. Donc je vais manger un peu sur le théâtre romain pour me remettre un peu plus dessus et à partir de là, c'est vrai que je peux enregistrer des vues, mettre en exergue certains points et focaliser certains autres. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà vu les anciens webinaires, on peut amener en temps réel les ondes portées, les ondes projetées sur l'étude qui est en cours, qui est une pure. Ça, alors, on en est encore au croquis d'intention quasiment là. Hein. On est sur une FESA, voilà. On peut enlever les ombres à tout moment. On peut travailler sur le fait d'enlever les couleurs d'usage des bâtiments ou pas pour peut-être mieux considérer certains volumes et enlever la boîte de coupe, tout simplement, et travailler sur la boîte de coupe et à tout moment la remettre et à tout moment remettre l'ensemble du site à proprement parler, ce qui me permet d'avoir une kyrielle d'outils vraiment intéressant tout en restant sur la partie purement esquisse. Pour améliorer encore plus l'aspect et la présentation du projet en cours d'étude, je peux rajouter des annotations donc qui sont des étiquettes attachées aux volumétries. Ce qui fait qu'en 3D, quand je consulte la modélisation, ça reste attaché à la volumétrie et je sais de quoi elle retourne pour mieux argumenter les idées et les projections de l'étude pour ceux qui découvriraient ou qui souhaiteraient comprendre davantage où sont les bâtiments Intel et les usages des autres. Donc, le bâtiment central que j'ai nommé hôtel Le Jean Moulin, puisqu'il s'agissait du collège-lycée Le Jean Moulin. Sur le bâtiment nord, eh ben, il s'agira d'un bâtiment mixte, hôtel plus commerce, pourquoi pas, c'est souvent le cas, avec des commerces en rez-de-chaussée. Et sur le bâtiment sud, eh bien, tout simplement la même chose, en qualité de bâtiment mixte, mais là, par contre, composé de l'hôtel avec pourquoi pas des bureaux, voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant et je vais faire la même chose sur les logements pour qu'on comprenne bien vers où on s'oriente. Quelqu'un qui a besoin de comprendre le phasage complet de ce projet, tous les bâtiments, leur position, leur situation en site. Alors évidemment, je vais pouvoir même imaginer un phasage carrément entre la partie sud qui serait construite en premier, envisager la deuxième partie sur la partie nord plus tard. Pourquoi pas? En tous les cas, on peut et voir l'ensemble de la présentation de ce projet-là en 3D, la consulter, se balader dedans. Et comme ça a été dit tout à l'heure, n'oubliez pas que vous êtes sur Internet. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes invité au projet, vous pouvez consulter tout ça. Donc, c'est relativement commode, bien sûr, et on peut personnaliser. Et ça, c'est qu'une infime partie de personnalisation qu'on peut avoir. Il ne vous aura pas échappé qu'entre les deux tènements, j'ai créé un ensemble d'aménagements végétal sur la parcelle intermédiaire. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse de conception, on va aller regarder des analyses environnementales qui sont intégrées. Alors sur les précédents webinaires, j'en avais détaillé plusieurs. Là, on va regarder une fois de plus, puisqu'elle a essayé bien enrichi, l'analyse du carbone. Donc,
Cette analyse du carbone, qui est vous verrez le TCO2, c'est l'impact en fait carbone incorporé dans le bâti, mais qui est pris en compte en tonnes d'équivalent d'oxyde de carbone. Ça fait un mot un petit peu savant, mais c'est de ça dont on parle. En fait, il faut savoir que l'environnement bâti est responsable environ, en moyenne, 42% en fait, des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu qui est très important, que Format, euh, sans jeu de mots, formalise de facto dès le départ. C'est-à-dire dès votre croquis d'intention, dès votre faisabilité, vous avez une idée que l'on va voir ensemble. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on va lancer ce module, on va considérer son enveloppe des systèmes MEP, des zones. Donc là, par exemple, le type de bâtiment, c'est quoi? Bah, plutôt résidentiel. La structure, on va partir sur du composite. L'enveloppe, ça va être telle chose, etc. On va lui donner là encore des critères auxquels on pense, qui seront peut-être ou sans doute ou certainement choisis, et on va lui demander de nous calculer la moyenne. Alors vous voyez que le TCO2 en haut, il est de 6260, et l'average carbone, en fait, c'est la moyenne du carbone au mètre carré. Et je peux revenir à tout moment selon mes bâtiments, puisque rappelez-vous, on les a séparés, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes aussi, pour qu'on comprenne mieux. Je peux me dire que c'est du béton armé, par contre, hein, par exemple, hein, sur la structure, ce coup-ci, une chaussée de concrète avec des briques en enveloppe. Par exemple au niveau des façades, et je vais aller de la même manière relire ces réponses, et là sur le carbone embarqué, je suis tombé à 3720 qui sont avec une moyenne de 444 au mètre carré. Donc j'ai une première analyse qui me donne la tendance que je peux comparer sur la même proposition avec des choix de matériaux différents. Voilà, en fait, l'idée c'est ça, donc je peux lire que mon enveloppe qui n'était pas la même, sur la proposition de gauche elle est à 1280, celle de droite elle est à 1340, et la structure c'est encore pire, de 4650, elle passe à 7130. Donc j'arrive à voir un peu dans quelle direction je m'oriente. Et au-delà de ça, je peux, là c'est une autre proposition avec un bâtiment qui est sur le fond du Ténement ce coup-ci, et une tour. Pareil, considérer des paramètres concernant le type du bâtiment, la structure, l'enveloppe, avec un ratio mur fenêtre de 50%. Tout ça, ça peut se régler, hein. Moi, je suis resté au plus simple, je vais à l'essentiel. Mais l'idée, ça va être de comparer ce coup-ci deux projets différents, en fait. Ils sont presque pareils, mais pas tout à fait, parce qu'il y a le bâtiment central qui a complètement changé. Et là, quel serait l'impact, en fait? Donc, à partir du moment où mon impact est bien différent, je vais pouvoir pencher plutôt pour l'un ou pour l'autre, et en s'orientant sur une piste, avant de rentrer dans plus de détails, quand je vais redescendre toute cette proposition dans Revit, parce que figurez-vous qu'elle est directe. Là, je suis encore dans le format, je travaille, soit par R, soit par bâtiment, donc soit la zone, soit le bâtiment, mais une fois que je tomberai d'accord, dans le premier lieu avec moi-même bien sûr, et en second lieu avec mes partenaires, je vais pouvoir redescendre dans Revit ces propositions et retrouver tous l'utilisation de Revit, par exemple, puisque entre format et Revit, c'est direct. Donc là, vous avez vu que j'ai pu remodeler un petit peu mon bâtiment central, lui changer un peu sa destination et reparamétrer l'ensemble des éléments. Je repars sur du résidentiel béton armé, et puis je vais prendre sur mon enveloppe quelque chose comme, par exemple, un plaquage au niveau de mes comment ça s'appelle de mon enveloppe de mes façades, un plaquage de briques, pourquoi pas, et ou de pierre calcaire. J'aurais pu choisir autre chose. C'est des tendances, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus en qualité, oui, en qualité de matériau, de ce que je compte faire plus tard. Et après, j'ai tout le détail qui m'est donné, toujours avec des moyennes et des tendances, mais quand même, je vois bien que mon enveloppe elle est tombée à 620 là, tout d'un coup. Alors après, je vais redescendre sur ma comparaison et aller chercher ces études déjà effectuées que je viens de faire. Donc je prends mon carbone, je le pose.
sur une proposition une, voire sur plusieurs propositions. Parce qu'on peut rajouter autant de propositions qu'on le souhaite. Là, par exemple, j'en ai trois, je peux en rajouter une quatrième, voire une cinquième au besoin. Et si je veux vraiment comparer deux solutions qui doivent se défendre, eh bien, je vais prendre la proposition 1 et dans la proposition 2, je vais aller chercher le carbone incorporé de l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, clairement, j'ai une grosse différence. Il y en a une où la structure est à 1800 et l'autre, à gauche, elle est à 4290. Alors, quoi défendre par rapport au programme, par rapport à l'enveloppe budgétaire, par rapport aux matériaux utilisés. Là, j'ai déjà toute une kyrielle de réponses intéressantes avant même d'aller plus loin, peut-être même dans des impasses quand on avance déjà dans des phases un peu plus abouties, on va dire. Donc là, en effet, la teneur moyenne en carbone au mètre carré est bien différente entre la première proposition et la deuxième. Donc, ça nous aide bien à définir des objectifs environnementaux qui sont maintenant un sujet majeur quand même. On peut comparer en temps réel les choix préconisés selon les scénarios en question et puis tout ceci affine bien la portée des résultats. Évidemment. Et comme il le fait relativement rapidement, ça m'aide énormément à décider en fait. C'est une aide à la décision pour aller plus vite. Donc l'ajustement en temps réel, c'est par exemple, j'ai pris un exemple, essayer de considérer qu'est-ce que j'ai comme obstacle au niveau de la visibilité. Eh bien, j'ai un outil qui est formidable, qui me permet d'aller mettre un point central. Alors là, il va être relativement dégagé parce que je suis en fond de tellement sur mon terrain et je me mets au centre et là, j'ai pas d'obstacle. Alors l'idée, c'est d'aller chercher une géométrie source, donc là où je serai sur mon terrain, vers une géométrie cible, la target, comme on dit. Et cette géométrie cible, je peux y mettre des points de manière très élevée, médium ou faible, pour voir en fait toutes les projections de ce que je pourrais voir sur ce bâtiment. Donc là, la visibilité au niveau de mon analyse va être rapidement faite et je vais pouvoir formaliser en 3D les directions de visibilité en disant que je pars de d'ici et je regarde là-bas. Et là, vous voyez que j'ai pas d'obstacle, sauf la partie du bâtiment orange qui m'empêche de voir le bout du bâtiment vert. Alors c'est un exemple extrêmement simple, mais relativement frappant. On voit bien que là où la projection ne peut pas passer, eh ben, elle n'atteint pas la visibilité. Donc c'est un outil pour celui-ci qui s'appelle le View Study, qui est un choix sur des vis-à-vis assez pertinents, et ça donne des projections filaires, des visibilités qui ne seraient pas obstruées. Un exemple parmi tant d'autres, alors ça vaut pour plein d'autres choses, bien entendu. Dans le programme de la maîtrise d'ouvrage, il aurait pu être question d'être sur les quais d'une rivière comme la Saône ou d'un fleuve comme le Rhône et de savoir quel est mon potentiel de visibilité, soit avec un mail d'armes, soit avec des existants, etc. Et là, la visibilité irait jusqu'où et de quelle façon, par exemple. L'ajustement en temps réel, alors là, c'est la capacité à redescendre rapidement une étude que l'on estimerait retenue, on va dire, et ben la redescendre dans Revit. Donc ça, c'est direct. Je peux le redescendre cet ensemble-là d'études dans Revit. Il me fait une proposition qui va mettre dans l'onglet volume et site où on a un pavé d'outils format. Si je vais dans les options, par défaut, il me coche tout. J'ai intérêt d'ailleurs au niveau du contexte et des éléments puisqu'il va me créer les familles en question, etc. Et il va me monter la volumétrie très rapidement, mais pas seulement, hein, le terrain, comme vous voyez, en 3D, et tout est classé dans les catégories Revit, c'est-à-dire des catégories format, il va les traduire dans les catégories Revit. Là, on a bien dans les propriétés un solide topographique, alors que j'ai récupéré mon terrain depuis format. Hein. Puis le groupe de modèles, ils ne sont rien d'autre que tout ce qui était existant. Et quant au projet à proprement parler, ces fameux éléments format dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il m'a fait quelque chose aussi simple que l'étude que je venais de faire, alors qu'elle aurait pu être bien plus avancée, bien plus détaillée. Mais là, je suis resté simple. On voit les dalles demandées, mais les dalles demandées sont bien dans les dalles. La toiture de base est bien une toiture de base.
laquelle je peux bien entendu avec Revit considérer de définir des inclinaisons que j'aurais pu déjà faire d'ailleurs dans Forma, évidemment, mais tout ça pour vous dire que la flexibilité est très élevée. Voilà, entre Forma et Revit, et on arrive à travailler de manière extrêmement limpide entre les deux. Il y a une transparence vraiment très poussée, donc on peut en effet, euh, comment dirais-je, partir de cette idée qui est enfin retenue dans Forma et basculer pour de bon dans Revit. Alors là, des fins pro, exe, ce genre de choses, tout en gardant l'idée de la faisabilité qui a été initiée dans Forma. Donc l'idée c'est de capitaliser les études. C'est une part importante, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans Forma n'est pas perdu puisque je le récupère dans Revit. Et ça, croyez-moi, c'est un point très très important, c'est même un point clé. Pour avoir fait des faisabilités à la main, on sait très bien qu'on refait tout, ou sur autre chose, ou même sur des logiciels de volumétrie rapide bien connus. Oui, mais on perd quand même cette partie. Donc, qu'il faut refaire sur le logiciel de destination pour l'exé, par exemple. Donc, en effet, l'export direct, l'étude vers format est relativement appréciée. Enfin, la gestion du projet collaboratif, comment je peux me simplifier les échanges? Eh bien, entre Autodesk Docs, c'est-à-dire la plateforme ACC et Forma, il y a un lien direct désormais. Donc, si je reprends la même étude que j'avais sur Forma et que je me retrouve avec la partie de présentation, je vais aller sur une présentation qui est une page en fait, dans laquelle je vais pouvoir récupérer des éléments, mais surtout, je peux aller les récupérer de la plateforme. C'est ça qui est intéressant pour argumenter davantage et enrichir davantage la présentation de mon projet, qui, je vous le rappelle, est disponible sur Internet pour ceux qui sont invités à cette étude sur format, eh ben, je peux aller chercher dans ACC, pourquoi pas un tableau de quantitatif R+1 général en question du projet qui a déjà été initié et le positionner dans ma présentation. Présentation où il va me ramener le fichier sous cette forme-là, où je peux disposer comme je le souhaite avec des accrochages objets les éléments qui m'intéressent et que je souhaite porter à la connaissance de tous. Donc je fais ma présentation et ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être un Excel, ce que vous voulez. Et en cliquant dessus, on va pouvoir accéder au fichier à proprement parler. Donc, comment dirais-je, le sujet suivant est tout trouvé. La présentation du projet, comment mettre en valeur les conceptions, et eh bien, de la même manière, je vais basculer sur le module conseil qui va me donner donc la page blanche dans laquelle je vais pouvoir commencer à présenter donc mon projet en cours d'étude ou presque abouti, on va dire. Donc une vue de conception qui contient les liens, bien sûr, hein, de la vue en question. Donc, je suis parti de la vue de conception du projet 1 et celle du projet 2 pour qu'on puisse voir de quoi il retourne. La proposition 1, je vais lui ramener des mesures de surface, par exemple, pour voir en termes de surface de quoi il retourne. Et puis sur la proposition 2, je peux aller lui chercher, en cliquant dessus, il me donne tout ce qui en est. Pareil, des mesures de surface et comparer au moins ça entre les deux et en séparant la proposition 1 de la proposition 2. Et là aussi, je peux aller chercher sur ACC Docs un tableau, un autre Excel, pourquoi pas, sur le tableau des surfaces et des périmètres qui aurait déjà été étudié, dans lequel je pourrais lui dire, voilà, sur la proposition 1, voilà les mesures de surface dans format, voilà ce qu'on avait décidé de faire, et bien sûr, chacun de ces éléments, quand je clique dessus, me renvoie au fichier source, bien entendu. Alors je peux mettre un titre, bien évidemment. Et une fois que j'ai mis ce titre, je peux même mettre une ligne. Alors je mets le titre du jour. Je peux constituer une ligne pour me séparer et ma proposition 1 et ma proposition 2, pour que ce soit, me semble-t-il, le plus clair possible. Et puis même rajouter des commentaires, c'est-à-dire des infobulles qui vont me dire que, attention, ça c'est un document Excel qui s'ouvre directement depuis Docs. Sous-entendu, il est publié déjà dans Docs et je vais pouvoir aller chercher même autre chose pour la proposition 2, c'est-à-dire une image
que je suis allé chercher sur le réseau ou que j'aurais pu aller prendre sur Docs, peu importe. Et là, j'obtiens une présentation complète entre le projet 1 et le projet 2, avec des hypothèses de remarques, des liens sur les fichiers sources. Donc j'ai bien une consultation des différents états d'avancement du projet, comme je le marque dans ce titre, pour générer alors très simplement, vous l'avez vu, hein, des présentations, tous ces accrochages objets, c'est simple, hein. Rendre accessibles les points clés parce que j'aurais des questions, en fait. Allez voir, dites-moi, on avance dans quelle direction, et puis bah, faciliter également des révisions de projet. Si vous voulez, la liste est relativement longue avec ces nouvelles possibilités que Format offre. Donc j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous laisse aux questions-réponses et au sondage. Je vous remercie. Merci pour toutes ces explications, hein. C'est vrai que c'est très enrichissant, plus en plus enrichissant, hein, cette solution format. Alors, donc on va vous écouter, hein. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, quid de la liaison du géoréférencement? On a la possibilité, en effet, de récupérer le projet sur avec un géoréférencement donné dans Revit. Alors, soit dans Revit, il est déjà mis en place, et auquel cas, eh ben, on en tient compte, et il se cale dessus, soit on l'amène à aller sur ce géoréférencement. Voilà. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, quand j'ai ramené le projet de format dans Revit, j'arrivais sur un gabarit qui était vide, et j'en étais à une étude préliminaire qui n'avait pas encore de géoréférencement, mais je peux très bien le prévoir dès le départ. Voilà, Voilà. C'est une action de géolocalisation à faire dans Revit. voilà. Voilà. Donc une question de Céline. Pour les impacts visibilité. Pour les impacts visibilité, peut-on inclure les règles de PLU? Les règles de PLU ou de copropriété pour éviter les problèmes de vis-à-vis entre les fenêtres des villas, d'un lotissement par exemple. Voilà. Alors, pas directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le critère d'intelligence artificielle qui permet de mettre les critères comme je l'ai fait sur les usages du bâtiment qui étaient soit hôtel, soit logement, soit autre chose. En revanche, je peux le faire a posteriori, c'est-à-dire que compte tenu du potentiel de visibilité avec les projections filaires qu'il me fait, je peux m'appuyer dessus pour, comment dirais-je, contrôler les problèmes de ce type-là. Voilà. Mais c'est en cours. C'est en cours parce que là, Format avance très vite sur beaucoup de sujets à la fois. Et là, on vous montre les derniers modules, les dernières fonctionnalités qui sont arrivées, mais il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Ouais, on a bien vu que déjà, hein, ce que nous avons préparé, pas mal de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Alors, la dernière question, lorsqu'on fait l'analyse, hein, carbone incorporé par exemple, peut-on supprimer les couleurs allouées au bâtiment pour les distinguer au départ? C'est-à-dire que l'on peut retravailler sur les couleurs avec Oui. l'étude de carbone, parce que les couleurs peuvent être dans les valeurs d'analyse et poser problème. Oui, exactement, tout à fait. C'est une très bonne question. En effet, on peut revenir sur les couleurs à tout moment et à toute étape de l'étude du bâtiment. On peut même associer des couleurs selon les matériaux qu'on aurait choisis éventuellement, si le cas devait se présenter. Mais oui, oui, la réponse est oui. On n'est pas verrouillé ni coincé à partir du moment où on aurait déjà mis une couleur. Non, on peut revenir dessus et faire ce qu'on veut. Exactement. Merci beaucoup. Je vous ai dit la dernière question parce qu'il y a, à cause du temps imparti. Et puis on voulait vraiment vous présenter beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées, etc. Mais d'ailleurs, justement, hein, vous avez des formations, hein, pour toutes ces informations que vous avez, qui vous semblent intéressantes. Vous pouvez venir justement à nous joindre justement aux formations, hein, pour apprendre, hein, et surtout essayer avec nous par rapport à votre travail actuel, vos projets spécifiques actuels. Donc, on a des parcours complets, hein, en fonction des métiers, donc par métier, architecture, structure, MEP, infrastructure et géomètre, et de modules de 1 à 3 jours. Voilà. Donc vous pouvez avoir en fait en fait une fois que vous suivez toutes nos sessions de formation, il y aura livret de cours, exercices et stations de travail virtuelles CAO. Hein, donc ça qui vous permet, si vous le souhaitez, de suivre nos formations à distance, etc.
Voilà, donc les financements complets disponibles de l'organisme paritaire qui vous finance, hein, CPF, Pôle emploi et les actions collectives Atlas, FNE et OPCO, etc. Voilà, donc on est là, mis à votre disposition pour tout renseignement en ce qui concerne les formations. Et nos formations pour les architectes aussi, hein, c'est un parcours complet de 10 jours ou 12 jours, 12 jours, hein, c'est ça si je ne me trompe pas Thierry. Il est vraiment Voilà, complet, oui. voilà, jusqu'à enfin vraiment tout quoi. Et après la certification Autodesk Certified User ACU et aussi ACP professionnel. La formation Autodesk Format aussi mise à votre disposition, d'accord. C'est une formation de 12 jours. Hein, vous pouvez venir à tout moment à nous rejoindre pour avoir des informations relatives à ça, qui va pouvoir booster votre productivité sur Revit grâce à Format. Ce couplement Format Revit hein, qui va vous permettre de gagner un temps précieux comme vous avez constaté. Alors, Donc, je rajouterais peut-être un point. Juste une chose, format, pour ceux qui ont la collection AEC, n'oubliez pas qu'il est inclus, vous l'avez donc, pour ceux qui auraient une collection, vous l'avez. Premier point qui est quand même loin d'être neutre. Et dans le chat, en fait, on a repositionné les précédents webinaires qui sont très importants aussi, on allait vers d'autres fonctions de format qui ne cessent de s'agrandir et de s'enrichir. Voilà. Pardon, Jinsei. Il n'y a pas de problème, hein, n'hésite pas. Alors, nous diffusons aussi nos livres blancs. Voilà, le dernier livre blanc, ça consiste à vous expliquer voilà, l'intégration des solutions Autodesk Construction Cloud. Il y a beaucoup de services qui sont inclus dans Autodesk Construction Cloud pour améliorer votre processus, votre travail, pour structurer, centraliser les données, etc. Vous pouvez regarder, hein, donc normalement nous avons mis le lien hein, pour que vous puissiez consulter les informations en ce qui concerne Autodesk Construction. Il y est. Il y est. Alors nos webinaires, donc les webinaires passés de cette année, hein, donc on a déjà organisé les webinaires, tous ceux qui n'ont pas encore pu assister, c'est pas trop tard, vous pouvez voir le replay. D'accord, hein, pour le sujet rétrospective et perspective du BIM 2025 hein, et réussir les projets de construction avec notamment Autodesk Construction Cloud. Et il y a un nouveau webinaire à venir le mois de mars. Hein, donc vous allez être informé en ce qui concerne les nouveautés Autodesk Docs. Voilà, d'ACC encore et pour AOC Collection. Voilà. D'ailleurs, à savoir qu'Autodesk Docs, enfin certains d'entre vous sont au courant, qui est compris dans AOC Collection. Donc, si vous avez AOC Collection, c'est extrêmement intéressant de savoir les nouveautés de ce service. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Hein, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Revenir vers nous pour n'importe quelle question. Merci, à très vite. À très vite, au revoir. Au revoir.